Alors, bienvenue à tous. Encore une fois, merci infiniment pour vos interventions. Elles se sont très bien complétées. J'ai appris des milliards de choses et du coup, j'ai des milliards de questions. Alors, à la base, je voulais vous faire l'affront d'essayer de redéfinir un peu le jeu vidéo indépendant. En fait, c'est ce que vous avez tous fait par le biais de vos conférences. Et vous avez tous abouti finalement à une définition avec plusieurs axes et qui montrait finalement la situation, non pas instable, mais en perpétuelle évolution du jeu vidéo indépendant. Du coup, je vais aller directement dans le plat et j'aimerais rebondir sur une dernière conférence donc, de Naralex qui est venu nous parler du style indé, du style maison, finalement, qu'on promeut via ce salon. Et c'est vrai que globalement, à la base, c'est une indépendance construite sur le développement, sur la distribution, qui a fini par créer un ou plusieurs styles à part entière. Ma question, c'est comment ça s'est passé? Comment est-ce qu'on en est arrivé aujourd'hui? Vous savez, quand on voit une scène d'intro qui dure 10 minutes en noir et blanc, en pixel art, comment on est arrivé à se dire « ça, c'est du jeu indé ». Qu'est-ce qui a pu définir finalement ce style maison? Le chaud, il répond là. Encore plus chaud que j'ai pas suivi les dernières conférences, donc je sais pas si on se retrouve dans une demi-heure, le temps Vous avez tous le droit à un joker. Peut-être commencer. Alors déjà, le jeu indé, il est quand même caractérisé par son manque de moyens, et donc par manque de ressources globales, par aussi disons que quand on n'est pas payé, quand on est indépendant, qu'on est chez soi par exemple, ou on a des problèmes de budget, on n'est pas dans un cadre comme dans une grosse entreprise où si on est un peu en retard, en fait c'est pas grave. Et on a besoin, je pense, en tant que développeur, de finir des projets assez rapidement. Je pense que c'est assez bénéfique pour les développeurs indés de finir des projets assez rapidement, donc il faut pouvoir produire et avancer rapidement. Et le pixel art, en fait, il s'est imposé pour beaucoup comme étant une patte indé, le pixel art moderne, de par cette contrainte technique et de ressources de devoir aller vite, de montrer quelque chose rapidement et donc de pouvoir garder sa motivation sur le développement. Et de ça, je peux prendre la suite ouais. De ça, on pourrait même aller plus loin, c'est que du fait que les indés n'aient pas de besoin ou de budget pour faire des choses, ils se sont poussés à faire d'autres choses et trouver de nouvelles solutions en fait, pour gérer ça. Et maintenant, on a des gens qui ont du budget mais qui préfèrent faire du pixel art par choix. De la suite de ça, là je pense à j'ai testé il y a très peu de temps Mansion of Horror, qui a un jeu entièrement fait en pixel art sur Paint monochrome. La personne qui fait ça, elle avait le choix. Elle a décidé de faire les graphismes de son jeu sur Paint. Pourquoi? Parce que c'est dans ce style-là, c'est dans cette mouvance-là. Même elle a voulu se mettre un défi, un challenge devant les yeux. C'était pas vraiment par manque de moyens. Alors, si je peux me permettre, c'est aussi une chose, c'est une question d'accessibilité. C'est-à-dire que quand tu as, par exemple, Paint, c'est-à-dire que tu n'es pas sur Adobe, donc concrètement, tu ne payes pas tes 69 ou 89 € par mois quand tu es une boîte. Mais du coup, l'intérêt du pixel art, c'est que c'est potentiellement à portée de tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde pourrait faire du pixel art. Techniquement, tu rajoutes des pixels, tu mets des couleurs. Après, je ne dis pas que tu le fais bien. Je n'ai pas dit que tu le fais bien. Je dis que c'est à portée. Quand on doit faire, par exemple, du graphisme réaliste ou autre, à moins d'avoir les ressources ou quelqu'un qui s'y connaît, c'est beaucoup plus complexe. Et de plus, pour cet exemple de Paint, c'est un élément de communication. Oui, bien sûr. De marketing, limite. Ah, bien sûr. J'ai fait avec Paint. Ah oui, avec Paint, on peut faire ça, voilà. C'est pas trop entendu. Non, bah c'est là-dessus, en tant que streamer et testeur de ce type de jeu, je trouve qu'il a quand même son charme. Maintenant, c'est vrai que sur l'évolution qu'il y a dans ce type de jeu, il n'y a pas que ça non plus. C'est vrai qu'avec le manque de moyens, du coup, il y en a beaucoup. Comme dernièrement, j'ai un jeu hier, c'est fait par une personne chez lui tranquillement. Il reprend donc ce type-là, et je trouve que ça rajoute. C'est toujours son charme en fait. On arrive toujours à vouloir tester ce genre de jeu, donc à garder et à continuer à jouer tout au long, quoi, en gros. Après, ouais, j'ai du mal à me voir encore
de me définir vraiment là-dedans en tant que joueur. C'est assez compliqué, je trouve. De toute façon, le pixel art est parti d'une contrainte et aujourd'hui c'est devenu un style. C'est ça. Oui. Et d'ailleurs, ce style, le style est très différent des pixel art. Moi qui ai fait pixel artiste dans les années 90, le but c'était de ne pas montrer les pixels, d'être dans les anti-aliasing et les détails à fond pour que ça paraisse lissé par l'intermédiaire des techniques de couleur, que la résolution paraisse plus élevée. Aujourd'hui, on voit des indés qui reprennent limite des pixels plus gros que sur la ColecoVision. Oui, exactement. Donc c'est devenu un style, Ouais. c'est pas devenu une contrainte. Surtout avec des pixels, on peut cacher. On est plus dans le subjectif, enfin, on va créer des images qui nous font penser à quelque chose, alors qu'on met Bien sûr. 3 carrés blancs et 3 carrés Mais rouges. en fait, en allant vers le photoréalisme, on a complètement négligé quelque chose que les premiers jeux vidéo utilisaient, qui était plutôt abstrait, et donc parfois symbolique, c'est qu'en fait, dans les jeux photoréalistes, on n'utilise plus l'imagination du joueur. Oui. Et en fait, dans notre cerveau, on a un CPU qui peut produire pas mal de choses. Oui. Voilà. Et c'est vrai que ces jeux-là, en fait, permettent d'imaginer, en fait, on a cette capacité d'interpréter, en fait, des images qui peuvent être photoréalistes, qui peuvent être voire abstraites, et se créer notre propre version du jeu, quelque part, au sein de nous. Et ça, c'est quelque chose qu'effectivement, les gros AAA, ils ont complètement perdu. Oui. Du coup, j'aimerais bien rebondir sur vos réponses. Vous parlez d'un style graphique qui doit être à la portée de tous et qui est à la base une contrainte, ce qui est devenu très justement un style. Moi, en travaillant dans mon type de jeu indé et en participant à Game Nation, j'ai croisé souvent une expression, au début contre laquelle je luttais. Ouais, je pense qu'il serait bon de s'interroger dessus. C'est cette expression de jeu amateur. Je disais, je travaille avec Game Nation, machin. Les gens disaient, ah, c'est chouette, tu mets pas que des jeux pro en avant, tu mets aussi des jeux amateurs en avant. Donc moi, je me lançais dans des grandes explications, attention, c'est pas la même chose, etc. Mais à votre avis, pourquoi est-ce que finalement une part encore assez importante du grand public, malgré le succès du jeu indé, malgré le nombre de sorties, malgré finalement une réelle présence sur la scène vidéoludique, continue encore à avoir ce système de pensée et à prendre le jeu vidéo indépendant comme un jeu amateur? Qui commence? Je réfléchis à ma réponse, mais j'ai Moi, j'ai eu quelques expériences, surtout avec des parents, donc plutôt à partir de 30, 40 ans, voire 50, où en fait, quand je leur montrais des jeux indés, ils me demandaient à la fin, mais on les achète où? En fait, il y a encore énormément de personnes qui vont à Carrefour ou à Micromania, voilà, pour acheter leurs jeux. Et effectivement, ce n'est pas les endroits où on trouve le plus de jeux indés. Ça commence un tout petit peu. Ça commence un petit peu, ouais. Je pense que le vrai problème, il est lié à la quantité. C'est-à-dire que tous les jeux amateurs sont indés, en général. Ça ne veut pas dire que tous les jeux indés sont amateurs. Et le problème, c'est que faire le lien entre les deux, c'est compliqué. Les jeux AAA, quand ça sort d'un gros studio, on sait que c'est pas amateur et ça se voit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du pixel, il n'y a pas des graphismes qui ne sont pas très bons, il n'y a pas toutes ces pattes qui nous font penser à du jeu amateur, alors qu'il y a des très bons jeux indés qui ont ces pattes qui ressemblent à être amateurs, ou pas finis parce que les contraintes, parce que plein de choses. Et quand on voit un jeu en noir et blanc, on se dit, bah ouais, la couleur. Alors que c'est peut-être un choix artistique de l'utilisateur. Mais comme nous, on connaît, on revient au problème des pixels de tout à l'heure, c'est-à-dire que si nous, on est habitué à des jeux en couleur et qu'ils passent un jeu en noir et blanc, on se dit, où est la couleur? Ils n'ont pas eu de champ, ils n'avaient pas le budget. C'est le code que j'attendais. Alors pour le coup, j'ai une anecdote, mais incroyable sur un salon. J'étais avec Emo5, une association pour la préservation du vidéoludique en général, et on montre Rez, quand même, de Sega, sur Dreamcast à l'époque, mais qui est sorti sur 360 et PS4 aujourd'hui. C'est un jeu avec une esthétique un peu Tron de 1982, si vous voyez, vectoriel, la 3D un peu surface pleine. Et là, il y a quelqu'un qui doit avoir 14 ans, à peu près, qui passe avec son petit frère qui devait avoir vers 7-8 ans. Il passe devant Reg et il dit à son petit frère, tu vois, là c'est un jeu, il n'est pas fini, ils n'ont pas mis encore les textures. C'était drôle. Je pense que aussi ça vient sur le fait que les gens ont du mal, tu parles de couleur, mais moi je l'utilise autrement, les gens ont du mal à voir le gris. Ça veut dire que soit ils se disent un jeu c'est comme ça, soit ils se disent si c'est pas comme ça, c'est quelque chose qui est fait pour le fun.
Oui. Alors qu'en fait, il y a toute une réflexion, il y a toutes ces prises de risque dont j'avais parlé, que j'imagine que vous avez fait aussi. Toutes ces prises de risque mènent finalement à beaucoup de gris, à des jeux qui, sur certains aspects, peuvent faire paraître pro, entre guillemets, hein, dans cet état de fait, et d'autres parties qui, en fait, ne sont pas reconnues. Les gens se retrouvent devant en se disant, mais bon, ok, c'est marrant d'avoir fait ça, mais pourquoi est-ce que ça fonctionne de cette façon-là? Pourquoi tel choix graphique, tel style de gameplay? Et je pense qu'on se dit toujours, il y a du très bon jeu vidéo, les grands studios, on pense tout de suite à c'est du métier, entre guillemets, et derrière, on se dit, ou alors, tu fais ça chez toi, tranquillement, devant une pizza. Les gens ont du mal à comprendre, en fait, j'ai pas le mot, excusez-moi, l'échelle, non. What's in between. Ils ne se Voilà. rendent pas compte du nombre de pizzas qu'il faut pour finir un jeu. Par exemple, exactement. Voilà, il faut beaucoup de pizzas et de bonnes pizzas. En plus. Voilà. Pour le coup, il y a une grosse problématique dans le jeu vidéo aujourd'hui. C'est que si aujourd'hui on prend n'importe qui dans la rue et qu'on interroge, et qu'on lui demande à peu près, mais est-ce que vous savez comment on fait un album de musique? Est-ce que vous savez comment faire un film? Ils vont pouvoir te répondre. Mais comment on fait un jeu vidéo? À quel moment on a eu des documentaires sur les chaînes nationales de comment on fait un jeu vidéo? Quel est le travail qui est derrière? Il y en a quelques-uns, mais c'est tellement petit. Voilà, et elle est là la problématique. La première fois que j'ai demandé à ma mère comment on fait les jeux vidéo, elle m'a dit on appuie sur quelques touches sur l'ordinateur et le jeu il apparaît. Alors moi j'étais tout gamin, c'est magique. Il n'y a personne qui travaille derrière, qui les fait. Voire pire, on demande. Des fois je demande à des gens, est-ce que vous jouez? Ils me disent non, jamais. Ah bon, mais vous n'avez pas une Wii chez vous et quand ils crochent sur votre téléphone, ah si, c'est pas du jeu. D'accord, voilà, c'est pas du jeu vidéo. Mais c'est Ok, Il y a quand même des stéréotypes du jeu vidéo qui sont un peu conditionnés surtout par, il y a quelques années, sur les pubs qui passaient à 22h à la télé, et les gens ils voient ça, ils voient des fesses, du FIFA, du Call of Duty, et puis bon, pour eux c'est ça le jeu vidéo. Donc quand on sort en fait de cette imagerie, c'est autre chose. C'est plus du jeu vidéo. Il y a un manque de communication en fait qui se fait encore pour l'instant sur ce type de jeu. C'est ça. On met trop en approche, en visuel le AAA, alors que derrière il y a plein de types. C'est ça. Donc bon, il n'y a pas de pub, parce que bon, les studios n'ont pas forcément moyen de faire de la pub. Il y a la communication qui est amoindrie, parce qu'ils ne sont pas non plus énormément. Il n'y a que certains studios et certains jeux qui font fureur. C'est pareil, maintenant, grâce à YouTube, un trailer d'un jeu, même d'un studio indépendant, commence à prendre un peu plus d'ampleur. Du coup, ils en parlent encore plus. Je pense que c'est par ces moyens-là. C'est pas forcément des parents, par exemple, qui vont rarement sur YouTube, qui peuvent connaître ça. Pour l'instant, c'est pour ça que la nouvelle génération commence de plus en plus peut-être à connaître cet accès-là. Et ça va, au fil des années, en fait, ça va vraiment changer la donne. Sur les salons, tu as ça aussi. En fait, il y a de plus en plus de salons qui donnent des espaces pour les indés. Oui, on l'a vu avec le village des indés, on l'a vu, moi j'avais vu sur Japan Expo, ça avait été particulièrement intéressant. Après, ça reste encore relativement minoritaire. C'est pas encore au même essor. C'est-à-dire que si on regarde la Japan Expo, qui est immense, même le jeu vidéo avait d'énormes segments, et hop, il y a un petit segment sur le jeu vidéo indé. C'est pas non plus. 50% des gens qui venaient nous voir, c'était parce qu'ils allaient chercher le sandwich qui était à côté. C'est pas faux. C'est pas faux. Parce qu'ils ne venaient jamais pour nous, ils ne savaient pas qu'on était là. Vrai. Ils nous découvraient parce qu'on était sur le passage. Oui. Ils restaient après, c'est la bonne nouvelle. Ou passaient pour ceux qui. Donc l'opportunité est là, mais pas la communication. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai, au-delà de ça, je te prenais l'exemple de la Paris Games Week, il y avait un vrai village indé, mais en fait qui s'appelait le Made in France. Et c'est vrai qu'en fait on tend à confondre finalement le local avec l'indépendant. Alors, je vais poser la question qui fâche, l'évolution du jeu vidéo indépendant, parce qu'on s'est pas mal attardé sur sa naissance, sur son émergence. C'est vrai qu'on n'a pas encore pensé à ce que ça pourrait devenir après. On a vu que l'indé, c'est quand même quelque chose de relativement récent, en tout cas sur sa forme actuelle. Même si Douglas Alves a montré que, évidemment, sur la fin du XXe siècle, on avait des choses qui étaient indépendantes. C'est vrai que le Janin a montré à quel point c'est vraiment à partir de 2008 qu'on a pu avoir cet essor finalement qui a donné la collection de jeux indés qu'on peut voir maintenant.
Mais bon, il faut dire la réalité derrière ça. Hein. Le jeu indé, c'est souvent des gens qui travaillent à côté, qui sont étudiants à côté, qui s'autofinancent en fait et qui vont travailler le jeu indé en parallèle de tout ça. Ils vont sacrifier une grosse partie de leur temps, une grosse partie de leur argent. Souvent, ils ne sont pas rentables. Il faut l'avouer, on a dit que ça demandait beaucoup de pizza pour pouvoir sortir un jeu, et c'est vrai. Et finalement, souvent, les jeux indés sont considérés comme des succès s'ils accèdent à quelques milliers de ventes. Finalement, est-ce qu'on peut rester dans cet état économique? Quel avenir est-ce que vous voyez aux jeux vidéo indépendants? Est-ce que les frontières vont continuer à se séparer avec les AAA, à s'opposer? Est-ce que finalement, les frontières vont se brouiller et avoir un marché plus unifié? Je pense là-dessus, on pourrait commencer à se dire que le jeu indé peut être au même niveau que le AAA. Donc moi, j'irai même plus loin, il va le faire. Oui. Il va le faire pour une raison toute bête, c'est, bon, je suis désolé, je répète un peu ce que j'ai dit dans ma conférence, c'est que pour l'instant, le jeu indé est en essor, effectivement. C'est au moins quelque chose qu'on a remarqué, surtout sur l'année 2019, et depuis 2008, donc depuis sa création. Et en fait, l'idée, c'est que, encore une fois, ces attentes, ces codes, en fait, dans le jeu indé, on est déjà en train de voir parmi les indés des studios indépendants qui sont un peu les héros, entre guillemets, AULT, héros du coup Les triple I. Les triple I, mais non mais attends, c'est pas faux, c'est-à-dire qu'on est en train déjà de voir une stratification en fait au sein des indés, du coup de nouveaux triple A entre guillemets. Et moi ce que je veux dire c'est simplement, c'est bis repetitat, c'est-à-dire que je pense qu'on va avoir ces nouveaux indés qui vont devenir des nouvelles références, probablement se transformer, comme Douglas le disait, en fait, en des nouveaux géants, peut-être, je leur souhaite, hein, encore une fois. Et à un moment donné, il y aura, encore une fois, d'autres mouvements indépendants par rapport, en fait, à ces nouveaux indés devenus donc, acteurs des grands médias. Donc, moi, personnellement, en tout cas, ma réponse à ça, c'est oui, bien sûr, ça va évoluer, et oui, bien sûr, ça va rester la même chose. En fait, je pense que c'est comme pendant toute l'histoire du jeu vidéo, il y a quand même des choses qui se répètent. Je parle souvent de schéma, mais par exemple, quand j'ai présenté tout à l'heure dans ma conf les 3 indés types et comment ils ont évolué, on peut donner aujourd'hui des exemples par exemple, comme Riot, qui sont partis d'un jeu en indé. Ils ont fait beaucoup d'argent avec. Maintenant, ils commencent à pouvoir devenir très très gros, donc avec l'annonce de plein de nouveaux jeux. On a des gens comme par exemple, je ne sais plus comment ils s'appellent, donc on fait Bastion et Transistor, Super Giant Games, voilà, qui eux sont des anciens de l'industrie, qui sont regroupés parce qu'ils s'entendaient bien et qui sont multi-compétents, et ça se voit, et qui n'ont pas envie de grossir. Donc je pense qu'on aura plein de profils différents. Et moi, le jeu indé, ça me fait vraiment penser à la musique indé. Je ne sais pas si j'ai raison, mais il y a aussi cette façon de voir et de labelliser. Quand tout à l'heure tu as parlé de Devolver, par exemple, en fait, Devolver, ils ont créé d'autres sociétés à côté qui éditent, mais qui n'ont pas édité les mêmes jeux que Devolver, parce que Devolver, ça a en fait une image auprès du public, c'est un style de jeu, et quand en fait on va chercher un jeu chez Devolver, on s'attend à avoir quelque chose de percutant, de limite violent, et ça, voilà. Et je pense qu'il y aura peut-être une structuration aussi au niveau des labels et du marché indé, et voilà, je pense que de toute façon, ça peut être que bénéfique. Hein, Et puis surtout, ce que j'aime beaucoup chez les indés, c'est quand même, moi j'ai trouvé vraiment une mentalité de coopération et moins de compétition. Voilà. Et les indés qui s'aident, en fait, ça me fait super plaisir parce que à la fin des années 90, début des années 2000, il y avait, au temps où il y avait Infogrames par exemple, il y avait beaucoup de petits studios français en fait, qui se tiraient dans les pattes au lieu de céder. Et en fait, ça en a tué plein. Et j'ai pas envie que ça recommence. Je te rassure, on a fait un salon pour que ça se passe pas. Je vais juste apporter peut-être une petite nuance sur peut-être la personne qui est un peu moins optimiste que vous sur ça. Il faut le dire. Aujourd'hui, entre le marché du PC, je prends la Switch en passant, et le mobile,
on se retrouve avec une quantité de jeux astronomiques qui sortent par jour. Sur App Store et Google Play, on est à des centaines. Steam, on est presque à la centaine maintenant par jour. Et Switch, qui a été un Eldorado dernièrement sur l'UV1D, aussi on se retrouve à trop. Ça devient Steam Bliss. Ça devient Steam Bliss. Il y a trop de jeux. Bien sûr, 99% de ces jeux sont indés. Le fait qu'il y ait trop de jeux et que tout le monde soit indé, ce qui fait que la carotte, on ne connaît que les success stories, on ne connaît pas les autres. Ça veut dire qu'en vrai, pour un jeu qui réussit, il y en a peut-être 1000 qui meurent. Ça, mixé avec le fait qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de stores sur lesquels les indés peuvent aller, qui sont tous bloqués. Je pense à Epic Games qui vient de se lancer, mais l'Humble Store il est bloqué aussi. Greenway, les stores, ouais, GOG, pareil, GOG il est lancé aussi. On se retrouve à avoir un problème, c'est qu'il y a un marché pour le jeu vidéo indépendant qui est grand, mais l'offre est beaucoup trop grande par rapport à la demande. L'offre est beaucoup trop grande par rapport à la demande, c'est-à-dire que c'est impossible que tout le monde, quelle que soit la qualité de ce que l'on fait, puisse s'en sortir. Et ça, mixé par le fait qu'il y ait de plus en plus de plateformes de partout qui fragmentent en fait la demande, la demande qui n'était pas déjà assez grande est en plus maintenant fragmentée. Donc, pour l'instant, si on reste sur la dernière année qui vient de se passer avec le Game Store qui a fait son entrée en jeu et d'autres qui vont arriver aussi, on pense à Apple qui a lancé son store aussi, etc. Oui, c'est très bien, oui, il y a des super trucs qui vont continuer, mais oui, pourquoi Devolver est là? Parce qu'en fait, c'est assez simple d'être indé, et donc il faut se trouver des éditeurs et peut-être se regrouper. Voilà. Et donc, c'est pas assez simple que pour moi, ça ne va pas continuer comme ça. Ça ne peut pas, pour moi, continuer comme ça. Continuer comme ça, c'est malheureusement pas aller dans le mur, mais c'est partir du principe que si on fait que 1% des gens vont donner de l'argent, et le reste, va dans le mur. Voilà. Je voulais juste te mettre en nuance. Non, j'ai cassé l'ambiance. Ça y est, C'est une question suivante. Mais sur le marché indé de la musique, Je connais pas du tout. c'est exactement pareil, c'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui vont créer leur petit groupe, qui vont faire des musiques, et puis il y en a peu qui vont percer, qui vont aller dans le bon label, qui va permettre de les faire connaître. Et, Bien sûr. Je pense que Oui, ça je pense qu'il y a un le lien. marché, vous dites effectivement, je suis d'accord. En fait, j'ai pas fait les 48 exemples que je voulais donner dans la conf, heureusement d'ailleurs. Pas un doigt pour deux. Ouais, voilà, Broadway. Oui, j'étais parti pour Broadway, j'avais ça, comme as. Mais en fait, tous les métiers sont comme ça. La seule différence, c'est que le jeu vidéo étant plus jeune que certains autres métiers, il a encore de la place pour se définir. Encore un peu, en tout cas. Mais encore un peu dans sa fin de son adolescence. Oui, voilà, c'est ça. On parlait de pizza, mais tu as raison, c'est ça, en gros, c'est vers la fin de l'adolescence. Et je pense que personne ici, aussi intelligent que nous sommes ou pas, ne pourra dire où va aller le jeu indé. Par contre, tout ce qu'on sait, et on s'en est assez sûr, c'est qu'il est en train de définir encore ce qu'il fait. Et que c'est très intéressant de voir. C'est vrai que je parle de ce salon-ci, mais on n'est pas les seuls. Loin de là, il y a d'autres salons indés et on vous recommande de connaître et d'aller visiter. Et c'est peut-être aussi sur ce déploiement-là, que ce soit du salon, que ce soit de la communication. Moi, je suis d'accord avec Alex. Je pense que la communication a beaucoup à jouer là-dedans. Beaucoup. Parce qu'on est à l'ère de la communication complètement. Et plus on joue sur ça, plus potentiellement on peut changer cette direction des indés. Même si le mur est là, tu vois, on peut aller. Ah oui, non, Voilà. Voilà. Mais oui, mais sinon, je vois que c'est compliqué. On le vit. On le vit. C'est compliqué parce que la plupart des indés n'ont pas voulu aller travailler dans des grosses boîtes pour pouvoir créer en fait ce qu'ils voulaient vraiment. Donc c'est plutôt des profils artistes. Voilà, sur le coup. Et pour le coup, des profils, voilà, sur l'indé PC en tout cas, en grande partie c'est. D'accord avec ça. D'accord. Mais moi je vois comme ça. Et le problème, c'est que 50% du boulot en fait d'un jeu qui serait un succès, c'est la communication et trouver le public qui lui plaît. Et eux, en fait, quand tu veux être totalement indé, moi j'ai trouvé quand même des studios indés, je leur disais de faire un tweet par semaine. Ils le faisaient pas, c'était trop dur pour eux. Un tweet par semaine. On voit bien qu'ils ne sont pas dans la communication et sur le vendre leur jeu.
En plus, ça dépend des backgrounds qu'on a. C'est-à-dire que si on est graphiste, on a une vision du jeu vidéo qui est très particulière. Si on est développeur, de la même façon. Donc dès qu'on a fait son bout, entre guillemets, on dit ça y est, j'ai un jeu. Tu dis, ouais, et tu fais quoi maintenant? Je sais pas, rendez-vous riche. Non, en fait, il faut faire tout le travail derrière. Et c'est vrai que les budgets marketing sont terrifiants. Quand ils sont là, ils sont terrifiants. Moi, on m'avait dit ça pour le premier jeu qu'on avait fait. J'avais fait mon budget, il était joli, il était beau, il était affreux en fait. C'était 4 lignes d'Excel sur lesquelles j'avais dit pizza justement, etc. Manger, voilà, nourrir mon développeur, cajoler mon développeur avec du café et un mug. Enfin vraiment, j'avais tout ça. Et à la fin, j'avais un jeu, j'étais hyper fier, je le mets sur le store et là tout d'un coup, j'attends les ventes. J'attends encore les ventes. Mais c'est ça, et en fait, ils le disent toujours dans les budgets, il faut T'as quand même réussi à nourrir ton développeur. T'as quand même réussi à nourrir ton développeur. C'est vrai. Et oui. C'est vrai. Ouais. Ils ne mangent pas de viande, c'est plus simple. Mais on se rend pas. En fait, je pense qu'il y a aussi des gens qui sont très jeunes et qui partent aussi d'une vision idéalisée du jeu. On va faire un jeu, puis une fois qu'il sera fini, qu'il nous plaira, bah, il va se vendre. C'est exactement ce que tu dis. Ouais. Et en fait, par exemple, si on revient à Devolver, et si on revient à un de leurs plus grands succès que Clan Miami, quand j'ai dit à la plupart des personnes autour de moi qui ne connaissaient pas Denatone, que en fait, c'est pas leur premier jeu, c'est leur 40e jeu. C'est-à-dire qu'ils ont fait des tas de jeux avant qui ne sont pas du tout connus avant d'avoir leur succès. Combien d'équipes de développement indé sont capables d'avoir ce courage de faire 40 jeux avant d'avoir son succès? Voilà, très peu. Et donc, aujourd'hui, très peu en tout cas. De ce fait, il y aura un filtre. Si effectivement, c'est pas la passion, c'est pas la volonté artistique qui drive l'équipe ou la personne, bah, au bout d'un moment, il faut manger. Donc on va pas faire 40 jeux en perdant de l'argent pendant des années et des années. Chiche. Ou alors on a. Mais t'as raison. C'est dur pour tout le monde. Alors, sur cette très très bonne atmosphère, je vous propose qu'on remette un peu en lumière, vous savez, la vraie culture, la vraie philosophie du jeu indé. Vous avez déjà recommandé plein de trucs. Je vous propose un truc simple. C'est quoi votre top 3 non hiérarchisé des jeux indés qu'il faut absolument tester? Chaque personne qui sort d'ici doit absolument être échangée. Alors, moi, je vous ai fait mon top 3 parce que, 1, j'ai eu le temps d'y réfléchir, et 2, comme ça, vous pouvez pas me les piquer. Donc j'ai mis The Binding of Isaac, Her Story et Northgard. Ils sont en moi, vous n'avez pas le droit de les piquer. Ah, okay. J'ai pas le droit de citer mes propres jeux, on est d'accord? Non, bien sûr, ça fait ça. Purée. Mon corporate. Après là-dessus, je peux peut-être commencer. Ouais, vas-y, s'il te plaît. Il nous faut quelques minutes pour réfléchir. Non, j'en ai un particulièrement que j'aide aussi au développement, du coup, dans les traductions anglais-françaises. C'est donc le studio de développement, c'est Creativo. Je ne sais pas si vous voyez un peu, si vous connaissez. Et le jeu en question, c'est The University. Donc c'est un jeu qui est basé sur la gestion d'une civilisation, tout simplement. On commence à zéro, on n'a vraiment rien. Il y a tout un arbre technologique qui doit progresser au fil du temps. Donc il y a un timer, on prend ça, c'est pas tout de suite, c'est 5 minutes, on a la recherche qui se fait, etc. Et on doit la faire progresser jusqu'à l'étape spatiale et partir au fusil. Sauf qu'à côté, il y a beaucoup de... il y a des tempêtes, tornades, tout ça, il y a la nourriture à gérer, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, ça fait partie d'un des types de jeux que je peux conseiller, The University. Et en plus, j'adore streamer, parce que du coup, on stream. Il y a le fait que les viewers puissent vraiment me faire chier jusqu'au maximum. Donc c'est vrai que quand je joue et merci, il y a la communauté qui adore venir me voir. Voilà, il y a deux présents qui sont là. Et qui m'envoient des météorites sur la gueule, qui me... en plus, ils ont le droit à leurs petits gars qui peuvent gérer. Ils peuvent gérer, c'est-à-dire qu'ils peuvent aller me voler des ressources, ils peuvent aller se frapper entre eux. Donc je les vois en train de se mais arrêter, enfin, tu vois, ils peuvent aller créer une famille, faire des enfants. Tu m'enverras le lien, j'ai envie de je sais que quand on commence à avoir plus de 20 personnes qui s'éclatent, et en plus il y a une commande genre exploser, faire le kamikaze, donc là il y a le petit joueur qui arrive avec une grosse bombe au milieu de ta ville, je fais super les mecs, allez on reconstruit tout. Voilà, c'est un jeu indé qui est vraiment fabuleux et que je suis depuis des années déjà et qui progresse tout doucement.
parce que voilà, ils ne sont pas non plus énormément. C'est à tester. Je me dis vraiment, c'est à tester. Bon, il est payant, c'est quoi, il est à 15 €, je crois, ça va encore. Franchement, il est juste fabuleux. Il faut nourrir les développeurs. Oui. Donc on a 3, hein, on a À 3, les 2 autres, je ne sais pas, faut que je réfléchisse. Tu penses, attends, moi je veux bien. Bon, Moi, il y en a un. Souvent, moi, il y a Out There. Out There que j'aime beaucoup. Vous connaissez Out There? Fait par un Ah, français. hein? Fait par un français. moi j'aime beaucoup aussi. Out There, je trouve ça magnifique. Je trouve ça. Je peux me perdre des heures dans ce jeu. Et je l'ai fait d'ailleurs. J'ai perdu du temps, beaucoup. Mais c'est un très bon jeu et surtout, j'adore cette idée de quelque chose qui ne finit pas jusqu'à ce que ce soit fini par la force des choses, par un événement, par un truc. Mais moi j'ai trouvé ça un très beau jeu. Et on a même un jeu qu'on a fait qui est un échec. Je suis désolé de te dire ça, il y a une fin dans ça. Non, il n'y a pas de fin, c'est pas vrai. Si tu ne C'est pas finis vrai. jamais, il n'y a pas de fin. Si tu finis pas, il n'y a pas de fin. Donc il n'y a pas de fin. Bref, ça me fait penser à un jeu que nous on a fait qui était très loin de ça en fait, mais qui avait cet esprit. Je sais, je ne vais pas dire le nom, je ne vais pas te faire du mal. Mais je ne vous ferai pas de mal non plus, je ne dirai pas le nom. Mais Out There, en tout cas, était un très beau jeu. Moi, j'ai beaucoup aimé. Glace. On est à 2 sur 2. Alors, je peux citer des jeux qui sont un peu vieux, c'est bon, qui m'ont marqué dans la vie. Bon, alors, on va dire, j'allais commencer par Cave Story, mais c'est un truc trop vieux, 2004. Je pense que c'est Journey. Journey m'a vraiment beaucoup marqué. Le France. Voilà. Et j'en ai beaucoup parlé avec beaucoup de gens, et c'est un jeu qui permet de faire le pont en fait entre différentes cultures artistiques. Je pense que c'est un jeu qu'on peut en fait montrer à quelqu'un qui peut être fan de sculpture ou qui peut être fan de cinéma et qui a une vision stéréotypée du jeu vidéo, et lui montrer ça et lui faire comprendre en fait que ça peut être de l'art, le jeu. Donc Journey, je le citerai en premier. Après, je partirai dans le multi avec un jeu que je pratique encore aujourd'hui. Moi, il y a des jeux comme ça qui arrivent dans ma vie qui sont des jeux multi-canapés avec les amis. Je mettrai Towerfall, voilà, que j'ai beaucoup aimé. Et après, qu'est-ce que je mettrai en troisième? J'aurais bien envie de dire Hotline Miami, mais j'en ai déjà pas parlé. Mais je peux le laisser, sinon ça fait 3, voilà. Loïc. Moi, je commencerai par The Binding. Non, pas The Binding. Ah, tu peux Bah non, pas. je l'ai déjà pris, t'as pas The Stanley Parable. The Stanley Parable qui pour moi était la grosse claque quand j'ai commencé, et c'est après ça que j'ai commencé à faire du jeu vidéo. C'est à peu près ce jeu-là qui m'a dit mais en fait j'ai envie de faire ça. Et que j'ai fini en une soirée, pourtant je crois que je l'ai jamais relancé une fois peut-être. Mais une soirée ça a fini par me laisser une marque vraiment inoubliable, parce que c'est vraiment le jeu qu'on ne peut pas vendre comme un triple A. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de combat, pas de... Et en même temps, c'est assez fascinant. Et après, j'ai une liste de 4000 jeux. Tout est le problème. Je te laisse tranquille. Si t'as pas d'autres. J'ai beaucoup joué à Super Meat Boy. Genre, mais vraiment, c'était à la sortie, donc ça fait un peu, ça fait assez longtemps. Mais ouais, Super Meat Boy, je pique un autre jeu comme Penny of Isaac, parce que c'est les mêmes développeurs, mais vraiment dans la nervosité de ce qu'on pouvait avoir, ça s'arrête jamais, on devient fou en regardant son écran. Et parle un peu pour ça, je peux réfléchir. Tu sais, moi je parle tout le temps. Ils le savent. J'ai une question, est-ce que je peux mentionner un jeu qui est dans le salon, qui n'est pas l'année bien? Oui. Ok, moi je vais parler de nihilisme. Je suis désolé. On a dit que le but c'est de faire de la philosophie indé, de se soutenir les uns les autres. Ben, exactement. Je me permets de parler d'eux parce qu'il y a deux choses qui me plaisent chez eux. Outre le fait que l'équipe est adorable, ils sont très sympas, etc. C'est pas ça. C'est pas que ça en tout cas. Je suis halluciné du contenu qu'ils arrivent à créer dans le temps dans lequel ils le créent et la qualité qu'il y a derrière. Et en fait, il y a vraiment un côté fort là-dedans. On a parlé de plein de choses, on a parlé de AA, AAA, on a parlé de qualité, on a parlé d'utiliser les moyens pour faire des choses belles, ou de ne pas avoir beaucoup de moyens et faire des choses belles aussi. Onirisme, ils ont une certaine qualité, vraiment agréable et vraiment bien faite. Donc moi, je l'avoue, dans les jeux indés aujourd'hui qui me plaisent, que je suis, et qui ne sont pas les miens, entre guillemets, parce que c'est les meilleurs du monde, eh bien, Onirisme.
Bon, merci énormément à vous quatre. Malheureusement, on arrive sur la fin de notre table ronde. Votre cycle a été fabuleux. Je pense qu'on peut encore les applaudir.